Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée au suivi du PEA. C'est l'épisode 11 du 29 juillet 2022 et le sous-titre est Objectif de point sécuriser le PEA. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer avec le panorama du marché, principalement le CAC 40 en juillet 2022. Donc, très bonne nouvelle sur le mois de juillet. Donc, le CAC 40 a connu un peu plus de 7% de croissance et notamment une croissance qui a été poussée, tirée vers le haut, notamment par la publication de très bons résultats des sociétés du CAC 40 et des sociétés, on va dire, en général, sur le marché français. Donc on a une clôture aujourd'hui vendredi 29 juillet du CAC 40 à 6448,50 points en progression de 1,72% sur la journée. Alors néanmoins depuis le 1er janvier, le CAC 40 est toujours en recul d'à peu près 10%, 9,57%, et également en recul si on regarde sur une année glissante. Alors, ce qui est assez intéressant néanmoins de voir, c'est que euh, depuis 1 à 2 jours, les 2 dernières séances, on a quitté un canal descendant. Donc avec peut-être, pourquoi pas, sur un horizon très court terme, de rejoindre la moyenne mobile à 200 jours, et puis on verra si elle est capable de franchir la moyenne mobile à la hausse et de repartir vers des sommets, ou alors de réintégrer ce canal descendant en fonction des nouvelles ou du contexte macroéconomique. Si on regarde l'évolution du CAC 40, alors là c'est l'évolution en fait annuelle du CAC 40 sur les 20 dernières années. Donc vous avez en fait la colonne, la deuxième colonne qui est la colonne valeur, c'est la valeur du CAC 40 au 31 décembre de chacune des années. La dernière cellule en orange, en fait, c'est la valeur du CAC 40. Alors, il y a un petit décalage, en fait, hein. Si vous avez 6453, en fait, c'est 6448. Bon, à 5 points près, c'est pas grave. Vous avez dans la colonne valeur linéaire, c'est la droite de régression, en fait, qui était appliquée à l'ensemble des valeurs du CAC 40, ce qui nous donne, en fait, une valeur théorique à 5846. On voit, en fait, que le CAC 40, en tout cas, si on compare par rapport à ce calcul de droite de régression, il est légèrement en avance en fait par rapport à sa valeur théorique, hein. Donc ça veut dire que potentiellement, ou statistiquement, par rapport à un calcul de droite de régression, acheter du CAC 40 aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment si on souhaite l'acheter dans un creux. Peut-être c'était une opportunité il y a quelques semaines. En tout cas, à mes yeux, ça ne me semble pas être une bonne opportunité de rentrer sur des valeurs, au moins sur un indice CAC 40 à ce jour. Alors maintenant, si on regarde, si on fait un focus sur le PEA, hein, donc non pas au 30 juin 2022, mais au 29 juillet. Donc le portefeuille a fait un bond assez important. Il a suivi en fait l'évolution du CAC 40 sur la période du mois de juillet. Donc il a une valeur aujourd'hui de 67 312 euros pour un montant investi de 50 200 euros. Donc ça y est, on a franchi les 50 000 euros d'investissement. Donc ces 50 000 euros ont produit à la fois de la plus-value au travers des dividendes et également de la plus-value sur les cours théoriques, enfin sur les cours d'achat, pardon, des différentes valeurs qui composent le portefeuille, ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir une plus-value de 17 136 euros et un total de dividendes versés depuis le début de l'année à 1 798 euros. Alors l'évolution en fait du PEA, donc au 29 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, le dernier jour de la clôture en fait du marché sur le mois de juillet. Donc
voilà, on verra un petit peu plus en détail, mais voilà, j'ai augmenté mes liquidités qui correspondent aujourd'hui à peu près à 20% de mon portefeuille, hein, 13 453 euros, une progression du portefeuille de 6,54% sur donc cette période du mois de juillet. Donc le mois de juillet a plutôt été favorable donc à la bourse et également à mon portefeuille. J'ai légèrement sous-performé le CAC 40 puisque le CAC 40 a progressé d'un peu plus de 7%, alors que moi je suis plutôt en dessous de 7%. Alors quels sont les faits marquants sur la période écoulée? Donc un portefeuille en hausse sur la période avec un rendement mensuel de 6,54%. Donc j'ai continué à nettoyer en fait mon PEA, notamment en termes de réduction du nombre de lignes. Donc on verra dans la suite de la présentation. Avec pour objectif notamment une sortie progressive des secteurs automobiles et bancaires. Alors sur la partie automobile, dont j'ai commencé à sortir puisque avec la publication des résultats et puis la hausse récente des cours du secteur automobile par rapport à mon prix d'achat, j'ai pu effectuer des plus-values, ce qui n'est pas le cas pour l'instant sur les bancaires. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire une sortie progressive sur la partie automobile, mais pas encore sur le secteur bancaire. Et le dernier point, c'est l'augmentation de la part des liquidités dans le portefeuille. Alors bien qu'on ait connu sur la période récente du mois et des 3 derniers mois plutôt, on va dire, une hausse des indices, je reste néanmoins prudent sur l'évolution sur les trimestres et semestres prochains au niveau de la bourse. Alors, pourquoi j'ai augmenté la part de liquidité du portefeuille, hein? Donc si on se projette sur une vision un peu plus long terme que la vision, on va dire, mensuelle ou trimestrielle, donc l'objectif de cette part de liquidité qui est assez importante dans le portefeuille, je le rappelle 20%, c'est de protéger les gains face à l'incertitude des données macro. Alors, on peut lire énormément d'articles, on peut consulter énormément de vidéos qui détaillent assez bien finalement le contexte macroéconomique et puis cette incertitude pour le futur. Alors j'ai trouvé au niveau de la Banque mondiale un résumé qui pour moi est quand même assez intéressant à partager. Donc quelques points clés. Donc l'inflation, d'abord l'inflation, on a tous entendu parler de l'inflation qui est, on peut le dire, qui est plutôt sous contrôle, même si la Réserve fédérale est plutôt confiante dans la maîtrise de l'inflation, mais on peut dire quand même que l'inflation mondiale a fortement progressé. Et après ces planchers du milieu de l'année 2020, donc sur fond de rebond de la demande mondiale, hein, c'était la sortie du Covid, on voit qu'il y a également les difficultés d'approvisionnement et de flambée des prix alimentaires et énergétiques. Donc les marchés anticipent un pic d'inflation à mi-2022, donc on y serait en ce moment, suivi d'un mieux, mais à un niveau qui reste élevé. Donc ça veut dire que l'inflation va continuer donc à progresser, certes sur un rythme moins fort, mais va continuer à progresser, ce qui est plutôt, on va dire, une mauvaise nouvelle, à la fois pour les consommateurs, pour les épargnants et pour les investisseurs. Le deuxième point, c'est que la croissance mondiale, en fort repli depuis le début de l'année, devrait rester inférieure à la moyenne des années 2010 jusqu'à la fin de la décennie. Donc la période 2010-2020 qui a connu une belle croissance mondiale, eh bien, les projections sont beaucoup moins favorables sur les prévisions à moyen terme. Alors cette situation fait planer le risque d'une stagflation. Une stagflation, en fait, c'est d'un côté une inflation des prix et d'un autre côté une stagnation en fait de la croissance, qui est donc cette combinaison de forte inflation et de croissance molle qui correspond vraiment à des conditions qui sont assez peu favorables pour les entreprises. Et donc derrière, pour les résultats des entreprises, pour les dividendes, pour la croissance en général. Dans les années 70, pour mettre fin à ce phénomène de stagflation, il avait fallu fortement remonter les taux d'intérêt. Donc c'est ce que fait la Fed actuellement.
mais ça avait provoqué en fait une récession à l'échelle mondiale. Alors même si aujourd'hui la Fed se défend, donc on n'est pas tout à fait dans une récession, il faut quand même attendre les trimestres prochains pour voir ce qui va en être, hein, notamment avec en Europe les impacts notamment de la baisse de fournitures énergétiques, notamment en provenance de la Russie. Bon, vous allez trouver énormément d'articles, énormément de vidéos en fait sur ce point. Moi, à mon niveau, je suis relativement inquiet, notamment pour le cœur économique, le moteur économique de l'Europe, qui est l'Allemagne, qui a une forte dépendance en fait, notamment au gaz russe. Donc je suis à peu près persuadé que si l'Allemagne rentre en récession, elle entraînera l'ensemble de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment pas bon en fait pour les investisseurs. Et dernier point, si la tendance actuelle à la stagflation s'accentue, les économies émergentes et en développement pourraient à nouveau se trouver dans la tourmente, hein, puisque ces économies dépendent énormément à la fois du dollar et également des approvisionnements divers, hein, que ce soit au niveau énergétique ou même alimentaire, donc qui pourrait plonger effectivement ces économies également dans de fortes récessions. Donc on aurait du mal au niveau global à trouver effectivement, hormis quelques exceptions, des planches de salut au moins sur cet horizon de 18-24 mois. Alors même si globalement les publications étaient bonnes, ce qui a été rassurant au moins sur le court terme, au moins jusqu'à la fin de l'année, c'est que la plupart des prévisions en fait des entreprises sont maintenues. Donc elles prévoient au moins sur l'année 2022, elles ont une bonne visibilité et prévoient sur l'ensemble, on va dire sur la majorité, peut-être pas toutes les entreprises, sur la majorité des entreprises de maintenir à la fois leurs prévisions en termes d'atteinte de résultats, que ce soit le chiffre d'affaires ou la marge, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Avec, on l'a vu, quelques exemples, hein, comme Airbus, qui sera incapable de maintenir ses prévisions de livraison dues à une pénurie latente, en fait, notamment de composants. Donc, globalement, une belle vision, une bonne vision jusqu'à la fin de l'année. L'année 2023, pour moi, on est plus dans l'incertitude. C'est pour ça que je préfère profiter ici des rebonds du marché pour vendre, prendre des plus-values, notamment sur des entreprises qui ne sont pas à mes yeux stratégiques, et attendre en fait un éventuel repli pour renforcer notamment sur mes valeurs cibles et stratégiques. Alors, si on revient maintenant sur le portefeuille, donc qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille sur le mois de juillet? Donc il y a eu des prises de position, notamment des renforcements. Donc j'ai profité de faiblesses, notamment en début de mois, sur les sociétés Michelin, Airbus et Air Liquide pour renforcer donc Michelin à 24,80, Airbus à 89 et également Air Liquide à 124,90 €. Donc renforcement sur des sociétés qui pour moi sont des sociétés de fonds portefeuille. Allègement, donc j'ai profité du rallye en fait de l'action Prosus puisqu'il y a eu une mise en place un programme de rachat d'actions donc de Prosus. Donc l'action a bien boosté, j'en ai profité pour m'alléger en fait à 71,40 €. Bien m'en a pris, hein, puisque l'action a reculé, est actuellement autour des 61-62, je crois. J'en ai profité également donc pour alléger sur Airbus. Alors j'ai fait simplement un petit aller-retour, hein, un achat à 89, une revente à 102. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a une belle petite plus-value qui a été réalisée. Bien sûr, Airbus reste en fonds de portefeuille. Je profiterai en fait de revenir sur l'action Airbus, notamment si dans les mois ou les trimestres prochains, l'action est amenée à revenir en fait
dans un range 90-95. Ensuite des ventes, alors donc comme je l'ai dit en fait, des sociétés non stratégiques pour moi, alors Ubisoft avec une moins-value sur Ubisoft, vente à 41,12 €, par contre qui est plus ou moins compensé en fait par des plus-values que j'ai pu réaliser sur Valeo, faible plus-value mais un peu plus forte sur Renault, puisque j'étais rentré sur Renault autour des 23 €. Donc j'ai fait à peu près une soixantaine d'euros de plus-value sur Renault. Bon, j'ai vendu Valeo et Renault, je pense, un petit peu trop tôt, puisque les actions ont continué à monter. Bon, j'ai pas de regrets, j'ai fait une plus-value. Je reviendrai sur Valeo et Renault au cas où elles reviennent voilà, dans des zones d'achat. De l'ordre de 23 pour Renault et inférieur à 20, même inférieur à 19 pour Valeo. Et j'ai effectué en termes d'apport, donc un apport de 600 €, donc ça c'est mon objectif, 600 € par mois avec un objectif global sur l'année de 7200 €. Sur le mois de juillet, j'ai perçu donc des coupons de Total Energy à hauteur de 73,92 € qui sont venus compléter en fait la réception de dividendes. Voilà, donc je n'ai pas vendu Total, j'ai conservé, même s'il y a eu une baisse assez récente. Pour moi, Total, c'est une valeur de fonds de portefeuille. Je commencerai à vendre du Total à partir de 58 €. Alors, nota bene, vous pouvez voir qu'au niveau des ventes, il n'y a pas eu de vente effectuée sur les bancaires et les financières, car elles sont encore en forte moins-value dans le cadre de mon portefeuille. Mais à terme, donc j'espère avant la fin de l'année, pouvoir alléger ou me séparer complètement en fait des bancaires et des financières. Alors, continuer à investir sur des dossiers de qualité. Donc pour moi, c'est quoi les dossiers de qualité? Donc c'est soit des sociétés capables de maintenir leurs marges dans un contexte inflationniste. Alors on l'a vu, c'est le cas, c'est typique le cas des valeurs de luxe comme Hermès ou LVMH. Donc j'ai bien fait en fait de rentrer sur ces valeurs il y a 2 ou 3 mois, puisque d'une part elles ont bien repris au niveau du cours de bourse, d'autre part elles ont publié récemment cette semaine leurs résultats avec une progression à la fois du chiffre d'affaires et des marges. Donc le luxe est un des domaines dans lequel il y a une capacité à augmenter les prix et donc à subir en fait une inflation de manière positive. Alors bien sûr, en cas à mon avis, de très forte récession, ce sont des valeurs qui vont dévisser comme les indices, auquel cas il y aura vraiment des opportunités, à mon avis, de rentrer sur ces valeurs. Deuxième type de dossier de qualité, ce sont des sociétés à faible écart type par rapport à leur droite de régression. Voilà, c'est un petit peu, je me suis un peu focalisé ces derniers mois sur cette notion de droite de régression. Et voilà, j'ai une sélection d'actions comme Air Liquide, Essilor, Vinci, Legrand, L'Oréal ou Airbus. Ce sont des valeurs qui sont en croissance permanente sur les 20 dernières années et qui ont un écart type relativement faible par rapport à leur droite de régression. Donc ça veut dire que globalement, elles tournent autour d'une droite ou d'une courbe de régression, puisque ça peut être une droite linéaire ou une courbe exponentielle pour certaines valeurs, notamment les valeurs de luxe. Mais globalement, l'écart type est relativement faible. Ça veut dire qu'elles oscillent autour de cette valeur théorique. Donc ça veut dire que, alors je peux me tromper bien sûr, mais ça veut dire qu'elles, globalement, quel que soit, on va dire, ce qui va se passer sur le marché, eh bien elles vont continuer à suivre, plus ou moins, on va dire, leur droite théorique. Donc pour un investisseur, on va dire, c'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire que finalement, quel que soit ce qui se passe dans l'économie,
sur la bourse, etc., ce sont quand même des valeurs relativement solides et qui vont continuer, bon gré mal gré, en fait, à progresser selon leur rythme, en fait, qui correspond plus ou moins à un rythme que l'on peut prédéterminer. Ça, c'est plutôt rassurant pour un investisseur. Et enfin, le troisième type de société, ce sont des sociétés à rendement régulier. Alors, même si ce sont des sociétés qui peuvent connaître des fluctuations dans le temps, ce sont néanmoins des sociétés qui maintiennent une distribution de dividendes dans le temps. C'est le cas, par exemple, des sociétés comme Total Energy, ABC Arbitrage, Sanofi ou Orange. Si on regarde, par exemple, la tendance de ces sociétés et les écarts types, on peut voir que la tendance n'est pas forcément une tendance à une croissance des entreprises. Hein. Typiquement, Orange, c'est plutôt une entreprise qui tend à décroître dans le temps. Total Energy relativement flat dans le temps. Et par contre, elles ont des écarts types qui sont relativement faibles. Ça veut dire qu'elles bougent énormément, en fait, autour de leur valeur théorique. Hein. Donc ça pourrait se traduire en fait par un bêta qui est relativement important au sens boursier du terme. Donc c'est des sociétés il faut vraiment saisir les opportunités lorsqu'elles sont dans des creux, donc dans des très éloignés, on va dire, de leur valeur théorique, un écart type ou deux écarts types. Bien sûr, il y a un risque, hein, typiquement, si vous prenez une société comme Atos qui s'était fortement éloignée de son écart type, bon, bah, on pouvait se dire à deux écarts types, ça vaut le coup d'acheter, mais en fait, elle a continué à baisser fortement. Voilà, donc il y a une part entre guillemets de risques qui peuvent être liés à ces sociétés. Bon, parmi les quatre que j'ai cités, Total Energy, ABC Arbitrage, Sanofi et Orange, je pense qu'elles sont quand même relativement solides, vu leur capitalisation et puis vu les marchés sur lesquels elles se situent. Total Energy, donc le marché de l'énergie, qui me semble quand même relativement stable selon les périodes économiques. Bien sûr, Total Energy est fortement lié au prix du pétrole, hein, principalement. Sanofi, alors dans le médicament, une société relativement solide, belle croissance. ABC Arbitrage également, on peut le voir sur l'historie de cette société. Et puis Orange, on est quand même sur des cours, sur des valeurs relativement basses. Les sociétés télécoms, dans des environnements, on va dire, de récession, ce sont plutôt des sociétés qui se comportent relativement bien, hein, puisque l'abonnement téléphonique, téléphone mobile ou Internet, c'est sans doute avec la facture EDF ou la facture d'eau, l'un des éléments qu'on va garder, même si on a des difficultés économiques. Alors, si on regarde par exemple Air Liquide, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter aujourd'hui? À mon avis, Air Liquide peut être tout à fait encore dans une zone d'achat. Le cours actuel est autour des 134 euros, le cours théorique est autour des 135 euros. Donc c'est une société, si vous regardez à droite, la partie verte en fait, donc qui a une pente théorique de 5 euros, c'est-à-dire que globalement elle croît de 5 euros par an. Donc si vous ramenez sur le cours de l'action, vous êtes à peu près à 3% de croissance. Une société qui distribue du dividende. Et quand on regarde le coefficient de corrélation qui est de 0,95, ça veut dire qu'elle s'éloigne relativement peu en fait de sa droite de régression. Donc pour moi, c'est vraiment l'archétype de la société à avoir dans son portefeuille et à conserver sur le très long terme. Un autre exemple, Essilor Luxottica, on a un cours actuel à 154 euros, un cours théorique en fait à 154 euros. Donc voilà, pour moi, elle est à son prix. On peut tout à fait en acheter si on n'en a pas. Si on en a dans le portefeuille, c'est pas la peine de les vendre. On renforcera éventuellement si on s'écarte un peu en dessous du cours et puis on pourra vendre éventuellement hein, si on se rapproche par exemple d'un écart type tel que j'ai calculé autour de 200 euros.
Pareil, on a une corrélation par rapport à sa droite de régression qui est de 0,95, hein, donc elle colle vraiment à sa droite de régression. Troisième action, Vinci. Donc un cours théorique en fait de 90 €, donc là on est légèrement au-dessus à 93, hein, on est à 2,5%. Alors pareil, une société donc avec un écart type de 0,90, donc qui est assez proche en fait de sa droite de régression. Enfin Legrand, Legrand, une valeur théorique de 77,53 €, on a un cours actuel de 79 €, donc on est également assez proche en fait de sa valeur théorique, avec une corrélation qui est de 0,89. Enfin L'Oréal, donc avec une corrélation de 0,88. Par contre, L'Oréal est quand même un peu surcoté par rapport à sa valeur théorique, voilà, que j'estime autour de 301. Alors, pour L'Oréal, j'ai appliqué un calcul de valeur linéaire. Peut-être que je pourrais, si on la considère comme une valeur de luxe à forte croissance, on pourrait peut-être appliquer non pas une droite de régression linéaire, mais plutôt logarithmique. Et là, on aurait sans doute une valeur théorique un peu supérieure. Bon, à méditer. Alors, voilà, si on revient globalement sur mon portefeuille, donc on peut voir quand même que depuis le mois de janvier, j'ai simplifié énormément le nombre de lignes. Là, j'ai à peu près plus qu'une trentaine de lignes. Bon, vous avez ici un classement par ordre alphabétique des actions, hein, ABC Arbitrage en premier, Vinci en dernier. J'ai fait ici un classement en fonction de la taille et des positions. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur mes principales actions? Donc, j'ai toujours Total en fait, bon, de par sa valorisation et la plus-value réalisée, donc, et ma première action dans mon portefeuille, hein, je suis toujours à moins de 10%, à 8,3%. Arrive derrière Hermès. Donc, on peut voir si on compare mon portefeuille au 1er janvier aujourd'hui, on voit que j'ai vraiment appliqué ma stratégie qui était de me focuser sur des valeurs de fonds de portefeuille, les faire rentrer, notamment le luxe, hein, donc ça a été le cas avec Hermès, ça a été le cas également avec LVMH, hein, qu'on va voir un petit peu en dessous. Donc tout en bas du classement, vous voyez L'Oréal, donc j'ai initié une ligne donc à 322 €, qui est entre guillemets une sorte de... C'est un point d'entrée et c'est également un prix pivot, hein, donc si l'action L'Oréal est amenée à descendre en dessous de 322, eh bien je renforcerai, donc on verra sans doute L'Oréal dans les mois et les trimestres à venir remonter dans ce classement, dans ce tableau. Et puis, voilà, on va sans doute voir également des sociétés qui vont redescendre de ce tableau, typiquement Prosus, Amundi, peut-être Ruby, hein, j'ai quelques doutes sur Ruby, elle a vraiment du mal à remonter la pente. Société Générale, Stellantis, c'est sans doute des entreprises qui vont baisser dans ce tableau dans les mois et les trimestres à venir. Donc on verra sans doute du Legrand augmenter, on verra sans doute du Michelin également augmenter, du Essilor Luxottica également. Également des sociétés comme AXA par exemple ou Airbus sont des sociétés ou Vinci sont des sociétés qui vont très certainement également grimper dans les trimestres à venir. Alors, si on regarde le tableau suivi des actions analysées, alors il faut avouer que c'est un tableau que je suis un petit peu moins, puisque là j'ai ma stratégie qui est mise en place, hein, je sais exactement là où je veux aller en termes de répartition de mon portefeuille. Donc je jette un coup d'œil de temps en temps sur ce suivi d'actions. Voilà, donc on peut voir quand même qu'il y a des actions qui sont en zone d'achat fort comme Amundi, Bouygues, Eutelsat, Ruby, Score. Moi, je vais pas trop suivre en fait hein, ce tableau que j'ai mis en place. Alors, pour les raisons que j'ai expliquées, je suis en train de sortir en fait des valeurs plutôt bancaires et financières, donc c'est pour ça que je vais pas renforcer
sur des sociétés comme Amundi ou des sociétés comme Score par exemple. Bon, quelques doutes sur Ruby, là je suis fortement exposé à Ruby, donc je ne vais pas renforcer. Eutelsat, donc avec l'annonce récente OneWeb, je vais rester à l'écart pour l'instant. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Par ailleurs aussi, Eutelsat, c'était une société de rendement. D'après ce que j'ai compris, elle a coupé le dividende. Donc c'est pas forcément une société dans laquelle je vais revenir assez rapidement. Alors Bouygues, effectivement, j'ai allégé. Bon, je suis encore en attente, hein, à la fois par rapport au rapprochement TF1-M6 et également par rapport au deuxième sujet qui est donc Equance, le rachat d'Equance. Donc là, on va attendre quelques trimestres pour voir un petit peu comment se comporte l'action Bouygues. Je pense que je renforcerai vraiment si Bouygues est amené à chuter de manière assez forte. Et j'allégerai notamment dans une zone 33 euros. Voilà. Pour ce qui concerne les autres actions, effectivement, on peut voir que GTT est dans une zone de vente. Bon là sur GTT, j'allégerai lorsqu'on sera autour des 140, 150 euros. Je pense que c'est une action qui peut y aller. Notamment si les problèmes d'approvisionnement avec le gaz russe perdurent. Je pense qu'on aura une visibilité quand même assez long terme en fait sur GTT. Alors la stratégie PEA pour le troisième trimestre, hein, suivi de la stratégie, donc renforcer les actions cibles de fonds de portefeuille, on l'a vu. Donc là, on est plutôt sur une bonne exécution de sa stratégie. Le deuxième point, c'est conserver du cash en cas de forte baisse. Donc là, effectivement, c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis passé de 17 à 20%, donc 20% du portefeuille. Je pense que si j'arrive à alléger, notamment sur les bancaires, je risque d'arriver sur 25%, notamment si le CAC continue à augmenter, à progresser sur le mois d'août. On verra sans doute le cash arriver autour des 25-30%. Continuer à réduire le nombre de lignes, hein, donc ça c'est également effectué, donc je l'ai bien fait notamment sur les valeurs de l'automobile. Je vais continuer à le faire très certainement, notamment sur Stellantis, hein. Si Stellantis continue à monter, je pense que je vais m'alléger, voire sortir complètement du dossier. Et puis j'espère également sur les bancaires pouvoir sortir assez rapidement. Alors, stratégie, une question d'exécution. Là, je vous ai mis une copie d'écran. En fait, j'avais tourné une vidéo, stratégie PEA 2022, le 5 janvier 2022, où j'avais expliqué quelle serait ma stratégie sur l'année 2022. J'avais notamment catégorisé mon portefeuille, donc des actions à rendement et potentiel de croissance, où j'avais fait une liste, hein, Total Energy, Air Liquide, Sanofi, LVMH, Bouygues, Orange, Rubiscore, AXA, Dassault Systèmes. Donc c'était des actions que j'avais déjà en portefeuille et puis des actions cibles que je ne détenais pas encore, comme Kering, Schneider, Michelin, L'Oréal ou un ETF SP500. Donc j'ai effectivement remplacé Schneider par Legrand, hein. Donc on peut voir Legrand est rentré dans mon portefeuille et a quand même une position quand même dans le top 10. J'ai également remplacé Kering par Hermès. Donc Hermès n'était pas identifié dans ma liste, hein, donc je l'ai effectivement donc positionné dans cette liste à la place de Kering, et on peut voir que Hermès est aujourd'hui ma deuxième valeur la plus importante dans mon portefeuille. Donc j'ai acheté Hermès vraiment sur opportunité avec cette baisse qu'il y a eu sur le mois précédent. Je ne regrette pas du tout, hein, puisque l'action a pris un peu plus de 25% en fait depuis le moment où je l'ai acheté. Donc ça a été plutôt globalement un achat gagnant. Également Michelin. Michelin, je ne l'avais pas dans le portefeuille. Aujourd'hui, Michelin est quand même également on va dire globalement dans le top 10, top 15. Voilà, donc je suis en train d'exécuter ma stratégie. L'année 2022 n'est pas terminée. Bon,
Si la bourse continue à monter, bon, il y a pas mal d'actions, on va dire cibles, qui sont pour moi maintenant devenues un peu trop chères. Donc il faudra que j'attende une correction prochaine pour me renforcer en fait sur ces actions. Ça tombe bien, j'ai pas mal de liquidités, donc on pourra saisir les opportunités. Réduire le nombre de lignes, c'était également un des objectifs, hein. Donc en priorité vendre les bancaires et financières. Donc comme Société Générale, Amundi, Score et Euronext. Malheureusement, je suis sur des prix de revient qui sont relativement loin des cours actuels. Voilà, donc on verra sur le mois de septembre-octobre comment vont se comporter les bancaires et financières. Il y aura peut-être des fenêtres, hein, pour alléger ou sortir de ces dossiers. Le deuxième point, donc, c'est vendre des small caps qui n'ont pas performé. Donc, dans mon portefeuille, il y a deux small caps qui n'ont pas performé, c'est BioUV et SMCP. Alors, BioUV, c'est relativement surprenant, hein, parce que si on regarde les résultats de cette société sont tout à fait, on va dire, tout à fait positifs. Donc on a une augmentation du chiffre d'affaires, on a un petit dividende, mais le dividende c'est pas forcément recherché. On a une belle progression à la fois du chiffre d'affaires, des marges, mais bon, c'est une société bio-UV qui est délaissée par le marché. Donc on va attendre patiemment. La deuxième société c'est SMCP. Alors là, SMCP, on est dans le, on va dire, on est dans ce qu'on appelle les vêtements premium access, hein, c'est-à-dire qu'on est au début des vêtements de luxe. Donc pour moi, SMCP, ça peut être tout à fait une cible, un rachat par un groupe de luxe comme LVMH ou Kering. C'est une très belle entreprise avec Sandro, Claudie Pirlot, j'ai oublié le M. C'est pas grave, et également Monsieur de Fursac, hein, qui est également qui fait partie de SMCP, donc c'est une très belle entreprise. Enfin, le troisième point, c'est réduire le nombre de lignes sur les actions non stratégiques pour mon portefeuille et pour moi en fait, hein, telles que Prosus, Rubis, Stellantis, Veralia ou Imerys. Même si nombre de ces entreprises peuvent être considérées comme de très belles entreprises à très fort potentiel, hein. Je pense par exemple à Prosus, à Veralia ou Stellantis. Donc réduire le nombre de lignes en les vendant, ça ne veut pas dire ne pas rentrer à nouveau sur le dossier dans le futur, hein. Donc l'idée plutôt ici, vous l'avez compris, c'est profiter de la hausse sur le moyen terme pour engranger des plus-values et revenir sur ces dossiers dans les trimestres prochains, notamment si on rentre dans une récession et il y a une forte chute des marchés. Voilà. Donc ce sont de très belles entreprises. Ça peut valoir le coup de les garder en portefeuille. Ce sera le cas si j'ai pas moyen de faire une plus-value. On les gardera en portefeuille. Voilà, donc, mais l'objectif est quand même de réduire le nombre de lignes. Ce qui pourrait m'amener éventuellement, si tout se passe bien en termes de stratégie, à peu près une vingtaine de valeurs d'ici la fin de l'année. Bon, ça, j'ai mis un point d'interrogation puisque ça dépend vraiment de l'évolution du marché. Également des actions qui sont intéressantes mais encore trop chères à mon goût. Donc j'ai identifié deux entreprises qui pourraient tout à fait être, on va dire, dans mon top 10 d'ici quelques mois ou quelques trimestres. Donc la première c'est Capgemini, la deuxième c'est Eurofin. Alors pourquoi Capgemini, hein? Parce que si on regarde l'évolution théorique en fait, enfin, l'évolution du cours de Capgemini par rapport à sa droite de régression, pour moi c'est exactement le candidat à mettre en fonds de portefeuille. On a un cours actuel autour des 180, 183, avec un cours théorique à 146, donc on est quand même largement au-dessus du cours théorique, même si ici j'ai mis non pas une droite de régression linéaire, mais une droite de régression logarithmique. Donc même en logarithmique, la société est encore 20% au-dessus de son cours théorique. Donc je pense qu'elle peut encore baisser
auquel cas ce sera une opportunité de rentrer sur ce dossier. Donc on a un écart, pardon, un écart type de 0,83, pardon, un coefficient de corrélation de 0,83, ce qui est plutôt, ce qui veut dire qu'on est relativement proche de son cours théorique. Donc je suis à peu près convaincu, c'est peut-être une question de trimestre, hein, donc pas une question de semaine ni de mois, mais de trimestre, que Capgemini va revenir en fait sur un cours théorique. La deuxième société, c'est Eurofin. Donc là, Eurofin a connu quand même une forte baisse, hein, notamment par rapport à l'année 2021. Donc voilà, à mon avis, on est encore un peu au-dessus du cours. Donc on est actuellement autour des 76 €, une valeur linéaire de 68 €. Donc là, c'est un dossier qui me paraît intéressant, sur lequel je rentrerai lorsque l'action tournera autour des 68 €, voire même un peu moins. Donc il est possible que je prenne une première ligne à 68 € et éventuellement je renforce pour un cours qui sera inférieur à 68 €. Donc on a également une très belle entreprise. Voilà, donc juste avant de terminer la vidéo, juste un petit rappel, donc j'ai différentes playlists dans lesquelles vous allez retrouver soit des éléments associés à mon suivi de compte titre, mon suivi de PEA, hein, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Analyse action, où je fais régulièrement des analyses sur des actions. Également des vidéos qui peuvent sortir un petit peu du contexte purement boursier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des remarques, des questions. Je suis toujours très heureux de les lire. Voilà, à bientôt, au revoir.